pour notamment une réflexion qui vise à parler de la numérisation de l'hôpital et du passage de la numérisation à l'hôpital intelligent, avec une démarche basée essentiellement sur les usages, les besoins et les services. Quelques mots sur la SBA. La SBA est une association nationale et aujourd'hui internationale, dont la réflexion a démarré sur les bâtiments intelligents, sur la numérisation de l'hôpital et sur le constat que les bâtiments étaient très très en retard dans tout ce qui était numérisation, qu'on faisait rentrer les services numériques dans les bâtiments, mais chacun avec ses contraintes, chacun avec ses besoins. Il n'y avait pas du tout d'optimisation, ce qui rendait parfois la mise en place de tous ces services compliquée. La SBA est partie en 2013 sur ce constat pour essayer d'apporter une vision, une méthodologie et quelques recommandations sur la numérisation de l'hôpital, des bâtiments. Et donc en fait, les thèmes de l'ASBA, c'est de parler à la fois de tout ce qui est transition numérique, comment le digital et le numérique rentrent dans les bâtiments, et de la transition environnementale, comment on se sert de tous ces outils pour rendre le bâtiment plus écologique, plus vert et surtout plus efficace. Et on traite au sein de la SBA de l'ensemble des composantes du bâtiment, et surtout on positionne le bâtiment dans un univers qui est beaucoup plus grand, celui de la ville. Et donc évidemment, au travers de ces travaux, la SBA a grandi, a été créée en 2013 comme je l'ai dit, a réfléchi sur un certain nombre de thématiques autour de la numérisation et a émis un certain nombre de recommandations qui ont été transformées en labels. Et pour notamment certains d'entre eux se sont transformés par des acteurs indépendants en certification, permettant notamment de prendre en compte tout un tas d'éléments liés à la digitalisation des bâtiments et l'accès à tous ces services. Alors l'objet de mon intervention était évidemment pas de rentrer dans le détail des travaux, mais une des commissions qui faisait écho à la thématique de cette journée e-santé, c'était la transition énergétique et les transitions numériques du bâtiment, et notamment des hôpitaux et des établissements de santé, dont l'objectif est toujours de faire mieux, et j'y reviendrai, avec moins. Moins ne veut pas dire moins de personnes, mais surtout moins d'argent, de mieux utiliser les moyens qui sont mis à disposition et qui sont disponibles. Donc quand on parle du bâtiment, on parle évidemment de nouveaux bâtiments, donc nouveaux hôpitaux, nouveaux établissements de santé, mais pas exclusivement. On parle aussi de tout ce qui est rénovation, qui est un élément fondamental dans le système de santé aujourd'hui, la rénovation de tous les établissements de santé. La manière dont la commission a réfléchi est vraiment basée sur la notion des services et des besoins, d'essayer d'établir une matrice qu'on appelle une matrice servicielle. Et l'étape initiale était évidemment d'essayer de collecter l'ensemble des besoins de l'ensemble de l'écosystème au niveau des hôpitaux. C'est évidemment l'ensemble du personnel soignant, mais tous les métiers qui sont autour de l'hôpital, qui font qu'on va devoir gérer des flux, gérer des personnes, gérer des patients, apporter la sécurité au personnel soignant. Ce n'est qu'une liste non exhaustive de toutes les problématiques qui sont à prendre en compte, notamment dans l'hôpital, et pour essayer, au niveau de tout l'écosystème intervenant dans les établissements de santé, de pouvoir apporter un service. Alors pourquoi cette matrice servicielle ? L'idée est évidemment d'essayer de fédérer l'ensemble des besoins pour ne pas multiplier à la fois les accès numériques, les accès extérieurs, la gestion des données, de pouvoir apporter tout ce qui est la sécurité des données qui sont gérées. Et évidemment, les données, il y en a un certain paquet qui est pris en compte, que ce soit des données sur les patients, des données sur les équipements, sur les matériels, qu'il faut gérer et qu'il faut sécuriser. Tout ça dans l'idée d'apporter une programmation et d'établir un projet permettant la digitalisation de l'hôpital, toujours axé sur les besoins qui ont été identifiés. Et ensuite, on part sur la conception et l'exécution, donc les métiers, entre guillemets, un petit peu plus classiques du bâtiment ou de la rénovation, permettant derrière de livrer ou de rénover un hôpital ou un établissement de santé
à la fois connecté et qui répond aux besoins de tous les acteurs et de l'écosystème qui tournent autour de l'hôpital. Encore une fois, cette idée est aussi que l'hôpital est au milieu d'un environnement qui est beaucoup plus large, hein, qui est la ville, qui est aussi associé à un parcours de soins. Donc toute cette thématique de l'extérieur jusqu'à l'intérieur et du suivi du patient est évidemment essentielle dans cette dynamique. La manière dont est organisée les recommandations qui sont faites en quatre grandes parties, c'est tout ce qui est notamment la connectivité et les réseaux, donc tous les accès de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, qui doivent être centralisés, pouvoir en fait ensuite apporter les services en plug and play, ne pas se poser la question de savoir quels vont être les moyens pour accéder aux données, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est tout ce qui est équipement et interface, permettant de faire du plug and play. Le management des projets et enfin d'établir ce qu'on appelle le cadre de confiance numérique. C'est tout ce qui est lié aujourd'hui à la sécurité et à la cybersécurité. Donc évidemment au niveau des données, mais aussi, et on l'a vu pendant cette crise, le nombre d'hôpitaux qui ont été l'objet d'attaques pour aller accéder aux données a été phénoménal et a montré effectivement qu'il était extrêmement important dans tous les projets de digitalisation de les prendre en compte. Tout ça amène à un cadre qui est une recommandation établie par la SBA qui a donné naissance au label R2S qui s'appelle le Ready to Service, qui en fait reprend en compte toutes les recommandations. Et ces labels Ready to Service, il commence à y avoir un certain nombre de bâtiments qui respectent ce label. Il y a d'ailleurs un organisme de certification qui a récupéré ce label qui s'appelle Certivea, qui permet en fait de labelliser tout nouveau projet de bâtiment qui respecte en fait ce cadre. Dans le cadre de la dynamique et de l'hôpital, si on reprend, et des hôpitaux et des établissements de santé, si on reprend le cadre et la méthodologie qui a été suivie, on a aujourd'hui une thématique qui est le parcours du patient, de l'extérieur, ça part de la préadmission jusqu'à la sortie et au suivi. Et pendant tout ce parcours, le patient va passer par un certain nombre d'étapes, va rencontrer un certain nombre de personnes, va échanger un certain nombre de données et va être confronté à un certain nombre de problèmes. Et donc on a établi, j'en ai listé 7 aujourd'hui, 7 cas d'usage qui sont pris en compte dans toute la réflexion qui a été menée, qui est pour le premier cas d'usage, et notamment on se met à la place du patient et du parcours patient, c'est tout le parcours, l'orientation dynamique du patient à l'intérieur des hôpitaux. Alors, plus les hôpitaux sont grands, plus évidemment l'orientation est difficile. Juste vous citer un cas, je ne sais pas si vous connaissez l'hôpital notamment de Bordeaux, le CHU Raymond Pellegrin, quand on doit s'installer, quand on doit arriver en voiture et pouvoir aller à une consultation. On sait, si on n'a pas été au départ connecté sur son rendez-vous, on ne sait pas où on doit aller se garer. On doit parfois faire 1 kilomètre à pied pour se rendre dans le bâtiment, pour ensuite être réorienté ailleurs. Donc l'orientation dynamique en fonction des besoins est un élément essentiel, que ce soit en fait depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur, jusqu'au lieu de la consultation ou jusqu'au lieu de la visite. Ce cas d'usage est important parce que ça peut paraître anodin. En fait, les problématiques auxquelles sont confrontés notamment les hôpitaux dans le cadre et les établissements de santé, il y en a un certain nombre et il y en a notamment la problématique des no-shows, donc des rendez-vous qui ne sont pas honorés, des personnes qui n'arrivent pas au lieu des rendez-vous, désorganisent complètement les services, représente évidemment un coût pour le système de santé et désorganise complètement en fait cette problématique. Donc l'orientation dynamique est un élément important qui a été pris en compte. L'évaluation de l'expérience patient, on voit aujourd'hui qu'on note dans toute notre activité, on est sollicité pour noter l'expérience qu'on peut avoir et on voit que l'expérience du patient est un élément important d'amélioration au niveau de la santé et qu'évidemment cette expérience du patient, elle doit être la meilleure possible. L'objectif pour l'ensemble des établissements de santé, c'est d'avoir, en tout cas, d'apporter une expérience la meilleure possible, la plus fluide possible en fonction des différents éléments, des différentes étapes dans son parcours. Et évidemment, derrière, une fois que le parcours est terminé, l'évaluation est quelque chose qui arrive et la demande de pouvoir s'exprimer sur la manière dont l'expérience s'est passée
devient extrêmement important. Ça prend en compte évidemment l'ensemble des flux, la fluidité de l'ensemble des parcours, la durée, les temps d'attente. Tout ça est très souvent pris en compte. À savoir que c'est difficile de dire que ça s'est bien passé. Par contre, c'est extrêmement facile de dire que ça s'est mal passé. Donc tous les établissements de santé sont très sensibles à ça. Je vais juste faire une petite digression par rapport à ce qui se passe notamment aux États-Unis. Les hôpitaux, le système de santé n'est évidemment pas le même que le nôtre. Les hôpitaux sont plus orientés vers une approche extrêmement business. Mais ce sont en particulier les assurances privées qui financent en grande partie les systèmes de santé aux États-Unis. Et donc les assurances qui pilotent des réseaux d'établissements de santé se basent sur les évaluations faites par les patients pour en fait financer ces établissements. Donc plus l'évaluation est bonne, plus les financements seront bons, plus l'évaluation est mauvaise, plus les financements sont mauvais. Donc sans évidemment imaginer qu'on va établir ce type de système aujourd'hui en France ou en Europe, on voit bien que l'évaluation du patient est un élément fondamental. Le cas d'usage numéro 3 concerne la géolocalisation des patients au sens large. La géolocalisation veut dire beaucoup de choses, notamment la gestion des flux de patients est extrêmement important. D'une part pour assurer leur sécurité, aussi pour éviter qu'ils aient à attendre sans savoir pourquoi ils sont dans un couloir avant de rentrer dans une salle d'intervention. C'est vraiment de la gestion de flux. On est sur des thématiques qui sont très proches d'autres thématiques qui ne sont pas celles de la santé. Mais la gestion des flux, de manière générale, pouvoir anticiper notamment qu'il va y avoir 2 ou 3 personnes dans la salle d'attente d'un médecin, pouvoir anticiper qu'une salle d'opération ne va pas être libre à l'heure à laquelle elle était disponible, et donc ce n'est pas forcément utile de faire rentrer un patient dans le circuit de préparation notamment. Tous ces services-là sont basés sur la géolocalisation. On voit bien que la géolocalisation des patients est un élément fondamental, notamment de la digitalisation de l'hôpital. Toujours basé sur ces besoins de pouvoir suivre les équipements, de pouvoir gérer des flux, le tracking des équipements médicaux est aussi extrêmement important. On voit aujourd'hui que à la fois le personnel patient passe au moins 20% de son temps à chercher un équipement dont il a besoin. Ça peut être un pousse-seringue, ça peut être... Et ces équipements sont... le personnel n'a jamais le temps de pouvoir renseigner exactement où ils ont laissé l'équipement, dans quelle chambre il est. Et donc les études montrent qu'on surinvestit pour pouvoir assurer la disponibilité de ces équipements d'environ 20 à 25%. Ce qui veut dire que sans savoir où sont ces équipements, sans pouvoir les localiser de manière automatique, et que tout ça puisse être visible de l'ensemble du personnel soignant pour trouver l'équipement dont on a besoin, on se retrouve à devoir investir de plus en plus, donc l'hôpital investit de plus en plus pour avoir des équipements, autant d'équipements que nécessaire pour pouvoir assurer le service. Donc là, on est confronté à 2 problèmes dans ce cas d'usage. Le problème, c'est le coût de l'investissement pour assurer la disponibilité des équipements et le temps passé par le personnel soignant à chercher un équipement plutôt qu'à s'occuper des malades. Donc ce cas d'usage est aujourd'hui fondamental. Cas d'usage numéro simple, on commence à le voir rentrer dans les hôpitaux, ce sont les robots mobiles capables d'apporter de manière autonome les médicaments, de pouvoir apporter un certain nombre de choses, de pouvoir accompagner le personnel soignant et de pouvoir être un lien avec le malade. Une fois que c'est planifié, le robot a l'avantage de ne pas prendre du temps au personnel soignant, si c'est juste pour apporter à la fois les médicaments par exemple, ou toute autre chose au niveau des patients. C'est le robot collaboratif mobile commence à se déployer dans les hôpitaux et évidemment ont besoin d'un certain nombre de choses, de pouvoir être connectés, de pouvoir se déplacer de manière autonome, de pouvoir se localiser et qu'on puisse les retrouver. Le cas d'usage numéro 6 qui sort un petit peu du bâtiment et qui fait référence au cas que j'expliquais tout à l'heure, qui est la gestion du stationnement. C'est une vraie problématique quand on vient en voiture dans un hôpital. On n'est jamais à côté de là où on doit aller et on a toujours pas mal de chemin à faire pour se rendre dans le lieu, le bâtiment dans lequel on a rendez-vous. Cette gestion du stationnement est une vraie problématique, c'est un problème de temps, c'est aussi une cause essentielle de la non-présentation des patients dans les consultations, parce que pas mal de personnes finalement finissent par abandonner. On retombe sur le problème qu'on expliquait tout à l'heure, qui est la désorganisation des services et le temps perdu. Et enfin, le cas d'usage numéro 7, qui est très proche
de tous les métiers du bâtiment. C'est le jumeau numérique du bâtiment. C'est un double du bâtiment, et donc là, un double de l'établissement de santé qui permet de gérer, non pas de manière virtuelle, mais à distance, de gérer à distance l'ensemble des équipements qui sont déployés et de pouvoir assurer en fait toutes les parties maintenance, les supervisions. Ce jumeau numérique a tendance à pouvoir visualiser l'ensemble des infrastructures qui sont installées, l'ensemble des travaux qui sont à mener, et qui simplifie énormément les travaux et les planifications de tout ce qui est à faire au niveau du bâtiment. Donc tout ça, tous ces cas d'usage réclament évidemment une très très grande connectivité, donc une disponibilité des réseaux. Donc au-delà du débit, c'est évidemment la disponibilité. Et c'est là où on voit que la numérisation de l'hôpital est importante. Donc en fait, ces travaux ont donné naissance à un thème qui est de l'hôpital numérique au Smart Hospital. Donc ce document est téléchargeable. Donc si la présentation est mise en ligne en cliquant sur l'image du thème au milieu, vous pourrez accéder directement aux conclusions de cette commission Smart Hospital de la SBA. La commission continue son travail aujourd'hui, essaye de dupliquer aussi sa réflexion sur les autres établissements de santé. Il y a sur la gauche de l'image le cadre de référence que je citais au début, qui est le cadre Ready to Service, qui est en fait la méthodologie qui a été mise en place par la SBA, qui était applicable dans un premier temps à tout ce qui était bâtiment, notamment tertiaire, et puis qui est en train de se dupliquer et d'être adapté à d'autres types de bâtiments, et notamment le Ready to Service pour les établissements de santé fait partie des travaux qui sont en cours. Et enfin, un livre blanc qui est à apparaître sur l'intelligence artificielle. Je l'ai mentionné ici, puisque l'intelligence artificielle au niveau des établissements de santé est un élément qui va être aussi de nature à transformer les hôpitaux. Et donc ce livre blanc va paraître avant la fin de l'année au niveau de la SBA. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement. J'avais un quart d'heure, j'ai un petit peu dépassé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Alors, il faut que je répète la question pour que les gens puissent entendre. Alors, est-ce que les robots vont remplacer les infirmières? Alors non, l'idée n'est vraiment pas celle-là, c'est justement de permettre aux infirmières de passer plus de temps dans des soins qui apportent véritablement quelque chose. C'est une vraie problématique aujourd'hui, hein, le temps que le personnel soignant a de disponible pour s'occuper des patients. Donc l'idée est évidemment d'améliorer ce temps, de consacrer plus de temps aux patients qu'à des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Alors c'est tout à fait vrai, hein. Ce sont des métiers qui offrent effectivement d'autres types de compétences. Et c'est là où on voit effectivement que l'établissement de santé est un hub qui nécessite beaucoup d'autres métiers que juste ceux de la santé. Alors, je répète la question pour que ceux qui sont en ligne puissent l'entendre. Donc, y a-t-il eu des implémentations concrètes de la gestion des parkings? Il y a beaucoup de projets dans les nouveaux hôpitaux et qui prennent en compte cette problématique. La gestion des parkings n'est pas spécifiquement dédiée notamment aux hôpitaux, hein. C'est une problématique de la ville de manière générale. Ramenée aux grands centres hospitaliers, hein, de plusieurs... il y a eu, alors je ne pourrais pas les citer, mais il y a eu plusieurs expérimentations sur ces sujets. Ça rentre, il y a eu, je pense, plusieurs implémentations dans les nouveaux projets, donc nouveaux hôpitaux, hein. Il y a quelques projets en France. Bon, il ne s'agit pas de faire que du béton et de rajouter des hôpitaux, hein. C'est aussi la rénovation. En tout cas, ça fait partie aujourd'hui des cahiers des charges de pouvoir gérer cet aspect-là. Historiquement, il y a eu une expérimentation, notamment au CHU Raymond-Pellegrin à Bordeaux. L'idée était notamment pour des personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder à des places de parking qui étaient entièrement réservées
dont la disponibilité était visible via une application qui leur permettait d'être proche de l'accès accessible en fauteuil roulant et de pouvoir se rendre directement au niveau de leur consultation. Bon, il y a eu bien d'autres projets aujourd'hui. Ça fait clairement partie des spécifications et des recommandations qui sont faites, qui font partie aussi de la partie de la norme aujourd'hui Ready to Service. Ouais. Alors ça, c'est le travail qui va être fait maintenant qu'il y a eu cette recommandation. On va effectivement aller de plus en plus vers des recommandations. Alors, l'ASBA n'a pas vocation à réunir en fait, des experts de différents métiers, de tout un écosystème, pour établir des recommandations. Ensuite, il y a évidemment des organismes de certification qui peuvent s'emparer de ces recommandations pour en faire des programmes de certification. Alors, c'est ce qui a été fait en dehors de l'hôpital par Certivea dans notamment les recommandations du Ready to Service, qui est devenu, donc qui est un label, qui est maintenant une certification. Je crois qu'il y a au moins un bâtiment sur l'agglomération à Toulouse qui a reçu un bâtiment récent qui a reçu ce label. Une partie du travail de la commission, notamment Smart Hospital, va maintenant se pencher effectivement sur cette partie-là. Donc comment aller au-delà et aller vers un Ready to Service for Care, donc pour la santé. Vous aviez une question? Non. Alors, je répète la question pour les personnes qui sont en ligne. J'ai oublié de le faire pour la dernière question. Donc, votre question concerne est-ce que la géolocalisation servira à autre chose juste que savoir où sont les patients ou éventuellement les guider, mais pour collecter de la donnée, notamment sur son état. Alors oui, tout à fait. L'idée de la géolocalisation, c'est qu'on voit au travers de toutes les études, c'est que ça devient une performance ou un service essentiel pour tout un tas de services, que ce soit pour localiser des équipements, des personnes, des patients. Évidemment, ça permet de collecter énormément de données, de manière anonyme ou pas, sur des taux d'usage, mais aussi sur des comportements de personnes. La géolocalisation peut permettre de notamment détecter des comportements, on va dire, erratiques, qui sont des informations potentiellement importantes pour détecter une personne en difficulté, pour détecter une personne qui s'est perdue. Bon, il y a eu malheureusement des actualités, c'était peu de temps avant la crise du Covid-19, hein, une personne qui s'est perdue dans un hôpital et qu'on a retrouvé le lendemain ou le surlendemain dans les sous-sols de l'hôpital et qui était complètement perdue. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir contrôler ces déplacements et éventuellement éviter que ce type d'incident ou d'accident se produise. Je ne sais pas si je réponds à votre question, ce n'était pas ça du tout. Non, c'est aller au-delà de la géolocalisation qui permet simplement de dire où est le patient, ou donner une alerte s'il est perdu. Moi, ce que m'imaginais, c'est plutôt, est-ce qu'on est en mesure, et je sais qu'on est, mais est-ce qu'on va le mettre en pratique, c'est mesurer à l'instant T son état clinique, paraclinique. Alors, je pense que ça n'a pas vraiment de rapport avec la géolocalisation, a priori. Si vous avez un patient qui, par exemple, est en hospitalisation et qui part pas dans le parc se promener, mais qui tout d'un coup sort des constantes cliniques alors. Et on a besoin de donner l'alerte, ou alors par des services d'urgence aussi. Oui, oui. Alors. Il y a un moment donné où l'équipe de soins se demande si le patient qui est parti, qui est plus en observation, est-ce qu'il est dans un bon état clinique. D'accord. Alors effectivement, oui, ça, ce sont des usages qui sont effectivement déployés ou qui sont à déployer. La géolocalisation permet notamment de définir des zones, donc de définir des alertes quand on sort ou quand on rentre des zones, qu'on peut associer à des données physiologiques qui permettent en temps réel d'avoir un certain nombre d'alertes physiologiques ou aussi des pertes de verticalité, par exemple, au travers de capteurs et de bracelets qui sont à la fois connectés et à la fois permettent de géolocaliser le patient. Donc ça, oui, absolument. Ça fait effectivement partie des usages. Ça peut concerner plus particulièrement certains établissements de santé ou des EHPAD, par exemple, pour contrôler, parce que des personnes qui sortent et qui se perdent, effectivement, c'est une problématique énorme. D'où l'intérêt d'ailleurs de globaliser l'ensemble de ces services pour que les infrastructures qui sont mises en place soient uniques
et soit optimisé. Le nombre de cas d'usage sont absolument phénoménales, d'où l'intérêt effectivement de bien capter l'ensemble de ces besoins pour définir l'architecture des systèmes qui vont répondre à tout ça, et les tuyaux qui vont permettre de collecter les données, et la sécurité pour gérer évidemment ces données. Les données peuvent être à la fois hébergées à l'extérieur ou peuvent être hébergées par l'établissement de santé ou par un groupement d'établissements de santé, notamment pour assurer l'ensemble de la sécurité de ces données. Mm -mm. Mm -mm. Donc là, ouais. Alors je répète la question pour que les personnes en ligne puissent l'entendre. Donc la question était de savoir si au-delà de la géolocalisation, tout ce qui était technologie prédictive était en projet ou permettait d'anticiper des saturations d'espace ou faire de la gestion d'espace sur notamment ces données prédictives. Alors oui, absolument, ça fait effectivement partie de la problématique, d'où l'intérêt notamment de pouvoir effectivement collecter et gérer ces données et qu'elles soient à disposition, puisque ces données, elles n'ont pas vocation aujourd'hui à rester là. 80% des données qui sont collectées ne sont pas utilisées. Or, elles sont une ressource absolument essentielle dans la gestion de l'espace. Donc oui, prendre en compte l'expérience du passé pour mieux prédire l'avenir fait effectivement partie des projets, et c'est essentiellement basé sur la disponibilité des données. Donc plus on collectera des données, qualifiées, plus on sera capable de prédire. Et puis ensuite, le phénomène d'auto-apprentissage permettra effectivement de mieux gérer les espaces. Alors ça permet de gérer tout un tas de choses dans les projets, de mieux planifier l'occupation des salles d'opération, de mieux gérer la répartition des patients dans l'hôpital, dans la répartition des chambres, et de mieux planifier ce qu'il est nécessaire. Cette thématique est particulièrement vraie aujourd'hui, dans la mesure où on essaye d'anticiper avec ce que l'on sait la disponibilité des chambres en réanimation, de la gestion des services qu'on va focaliser sur la crise en cours. Évidemment, l'usage de la donnée et la prédiction fait partie intégrante effectivement des réflexions. Terminé. Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. J'étais ravi d'être là, au nom de la SBA.